Une femme aide un homme affamé dans son petit restaurant. Sans argent, il accepte le repas avec gratitude. En partant, il laisse quelque chose d'inattendu. Son geste change sa vie à jamais. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Sophie Martin essuya la condensation de la fenêtre de son petit restaurant, révélant le coin de rue tranquille du centre-ville de Lyon. L'obscurité matinale enveloppait encore la ville, mais à l'intérieur du coin familial, la chaleur et les arômes de pain fraîchement cuit remplissaient l'air. À 42 ans, elle portait ses cheveux châtain miel en un chignon pratique, son tablier vert montrant des signes d'usure mais impeccablement propre, tout comme le reste de son établissement. L'horloge vintage sur le mur indiquait 4h15, et Sophie s'autorisa un moment pour reposer ses mains sur le comptoir usé. 8 tables, avec des nappes à carreaux rouges et blancs, parsemèrent l'espace, tandis que des rideaux défraîchis du même motif encadraient des fenêtres qui avaient été témoins d'innombrables histoires au cours des 15 dernières années. C'était plus qu'un simple restaurant. C'était son héritage, son fardeau et son rêve. « Maman, le four est prêt », appela Emma, sa fille de 16 ans, depuis la cuisine. Malgré les protestations de Sophie, Emma insistait pour aider avant l'école, comprenant le poids de leur situation mieux que n'importe quel adolescent ne le devrait. « Merci, ma chérie. »« Tu devrais retourner te coucher. Tu as ce grand test aujourd'hui, » répondit Sophie. Mais Emma sortait déjà les ingrédients pour leur fameux roulé à la cannelle, suivant la fiche de recette écrite dans l'élégante écriture de sa grand-mère. La routine matinale était sacrée. D'abord le pain, puis les tartes, suivi de la préparation des soupes et des ragoûts qui mijotaient toute la journée. Chaque recette était un morceau d'histoire familiale, transmis à travers des générations de femmes fortes qui croyaient que la bonne nourriture pouvait guérir à la fois le corps et l'âme. Tandis que Sophie pétrissait la pâte, son esprit vagabondait vers la pile de factures cachées dans le tiroir de son bureau. La dernière facture d'électricité portait un tampon rouge colérique, et les lettres de la banque concernant l'hypothèque devenaient de plus en plus sévères. Le quartier avait changé. De nombreux visages familiers étaient partis, remplacés par des cafés branchés et des boutiques qui attiraient une clientèle différente. Ces clients réguliers restaient fidèles, mais ils étaient moins nombreux chaque mois. Thomas, son fils de 12 ans, apparut dans l'embrasure de la porte, son sac d'école jeté sur une épaule. « Maman, je peux sauter l'entraînement de basket aujourd'hui et aider », proposa-t-il, son jeune visage sérieux et inquiet. Le cœur de Sophie se serra. Ces enfants ne devraient pas avoir à s'inquiéter des problèmes d'adultes, et pourtant ils étaient là, sacrifiant leur enfance morceau par morceau. « Absolument pas, jeune homme. L'entraîneur Dubois dit que tu as une vraie chance d'être capitaine de l'équipe l'année prochaine. » La lumière du matin commençait à filtrer à travers les fenêtres lorsque le premier client régulier de Sophie, Monsieur Dupont, prit sa place habituelle près de la fenêtre. Depuis 30 ans, il commençait sa journée avec 2 œufs sur le plat, des toasts au pain complet et un café noir. Sa présence était aussi fiable que le lever du soleil. « Comme d'habitude, Monsieur Dupont ?» demanda Sophie, versant déjà son café. « Vous le savez bien, Sophie. Et que diriez-vous d'un de ces roulés à la cannelle qu'Emma fait ? Il me rappelle ceux de votre mère. » Ses yeux bienveillants se plissèrent au coin. Elle serait fière de la façon dont vous avez fait prospérer cet endroit. La gorge de Sophie se serra à la mention de sa mère. 3 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait entendu pour la dernière fois le rire de sa mère résonner entre ses murs. Mais parfois, elle pouvait encore sentir sa présence dans le calme du petit matin, guidant ses mains alors qu'elle façonnait la pâte ou remuait la soupe. Alors que le rush du matin commençait, Sophie se déplaçait avec une efficacité bien rodée entre les tables, saluant les habitués par leur nom et se souvenant de leurs commandes habituelles. Chaque assiette qui quittait sa cuisine portait plus que de la simple nourriture. Elle portait la tradition, l'amour et l'espoir obstiné qu'elle trouverait d'une manière ou d'une autre un moyen de maintenir vivant l'héritage de sa famille. L'heure du déjeuner apporta une visite surprise. Lord Chen, l'agent immobilier qui laissait sa carte de visite chaque semaine. « Je viens juste prendre des nouvelles », dit-elle avec un sourire étudié. « Mon offre tient toujours. L'emplacement est idéal pour un développement et mes clients sont très intéressés. » Le refus poli de Sophie fut automatique, mais les mots de Laure résonnèrent dans son esprit tout l'après-midi. L'argent qu'ils offraient résoudrait tous ses problèmes immédiats, permettrait l'éducation de ses enfants, peut-être même lui permettrait de recommencer à zéro ailleurs. Mais l'idée de céder cet espace, où chaque rayure sur le sol
et chaque marque sur les murs racontait une histoire, semblait trahir non seulement la mémoire de sa mère, mais aussi son propre cœur. À l'approche du soir et alors que les derniers clients filtraient, Sophie s'assit au comptoir, entourée du silence confortable de son restaurant. Emma et Thomas étaient à l'étage dans le petit appartement qu'ils appelaient leur maison, faisant leurs devoirs. Les recettes de la journée étaient devant elles, les chiffres refusant de s'additionner suffisamment. Demain apporterait de nouveaux défis, mais pour l'instant, elle se permettait d'être réconfortée par les odeurs familières de vanille et de cannelle, le doux bourdonnement du réfrigérateur et la certitude inébranlable que tant qu'elle avait ses enfants et ses murs autour d'elle, elle avait tout ce qui comptait vraiment. Levant les yeux vers les vieilles photos de famille alignées sur les murs, Sophie murmura une prière silencieuse pour demander conseil. Elle avait besoin de plus qu'un simple miracle financier. Elle avait besoin d'un signe que garder ce rêve vivant n'était pas simplement de l'orgueil obstiné. Dehors, les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, tapant contre les fenêtres, comme le propre code morse de la nature, épelant un message qu'elle ne pouvait pas encore tout à fait déchiffrer. La pluie d'octobre avait été implacable toute la journée, éloignant le peu de clients qui auraient pu s'aventurer dehors pour dîner. Sophie se tenait debout devant la caisse, calculant les maigres gains de la journée pour la 3e fois, espérant que les chiffres changeraient d'une manière ou d'une autre. Ils ne changèrent pas. Emma était assise au comptoir, ses devoirs étalés devant elle, jetant occasionnellement un regard inquiet à sa mère. « Peut-être qu'on pourrait vendre certaines de nos recettes en ligne ?» suggéra Emma faisant tourner son crayon. « Tu sais, comme ces services de kits de repas, les gens adoreraient ta recette de pot-au-feu. » Sophie sourit à l'esprit d'entreprise de sa fille. « Ces recettes ne sont pas seulement des ingrédients et des instructions, ma chérie, c'est le cœur de notre famille. Ta arrière-grand-mère disait que l'amour était son ingrédient secret. On ne peut pas vraiment emballer ça. » Le tonnerre gronda dehors et les lumières vacillèrent de manière inquiétante. Thomas, qui essuyait les tables, sursauta. « Maman, peut-être qu'on devrait fermer plus tôt. De toute façon, personne ne va sortir par ce temps. » Sophie était sur le point d'être d'accord quand la cloche au-dessus de la porte tinta. Une rafale de vent s'engouffra, portant avec elle un homme qui semblait avoir affronté plus que juste l'orage. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, l'eau de pluie formant une flaque à ses pieds, ses cheveux gris plaqués sur son front. Malgré son apparence débraillée, il y avait quelque chose de digne dans son maintien, comme un roi qui aurait temporairement égaré sa couronne. « Je suis vraiment désolé pour le sol, » dit-il, sa voix portant une douce autorité. « J'ai vu vos lumières allumées et, eh bien, je marche depuis un bon moment. » Sophie attrapa une serviette propre derrière le comptoir. « S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour le sol. Entrez avant d'attraper la mort. » Elle le guida vers un box près du radiateur. « Réchauffons-vous. Que diriez-vous d'une soupe chaude ?» Les yeux de l'étranger se plissèrent de gratitude. « Ce serait merveilleux, bien que je doive vous dire. » Il hésita, clairement embarrassé. « J'ai bien peur de ne pas pouvoir payer. Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. » Emma, qui avait observé l'échange, se leva immédiatement. « Maman fait la meilleure soupe à l'oignon de Lyon. Je vais vous chercher un bol. » Avant que Sophie ne puisse répondre, sa fille avait disparu dans la cuisine. « Ce n'est pas nécessaire, » commença l'homme, mais Sophie l'interrompit d'un geste de la main. « Dans ce restaurant, nous ne laissons personne avoir faim. Règle de famille. » Elle sortit son carnet de commandes par habitude, bien qu'elle n'ait aucune intention de le lui facturer. « Je suis Sophie Martin, et ce sont mes enfants, Emma et Thomas. Bienvenue au coin familial. » L'étranger se présenta comme Jacques Henriot. Alors que Sophie lui apportait une tasse de café pour commencer, il partagea des bribes de son histoire. Il avait été cadre financier dans une grande entreprise à Paris, mais une série d'événements malheureux l'avait laissé sans emploi et presque sans le sou. Ses derniers euros étaient passés dans des médicaments pour le cœur, et il avait été trop fier pour demander de l'aide. Emma revint avec un bol fumant de soupe et d'épaisses tranches de pain frais. Les mains de Jacques tremblèrent légèrement lorsqu'il saisit la cuillère, et Sophie remarqua qu'il devait résister à l'envie de manger trop vite. Thomas posa silencieusement un verre d'eau à côté de la soupe, sa timidité habituelle surmontée par l'inquiétude pour leur visiteur. Alors que Jacques mangeait, Sophie se surprit à partager sa propre histoire, l'héritage du restaurant, ses luttes pour le maintenir à flot et sa détermination à préserver quelque chose d'authentique dans un monde qui semblait de plus en plus artificiel. Il y avait quelque chose chez lui qui inspirait la confiance,
une sagesse tranquille dans ses yeux qui lui donnait l'impression d'être écouté plutôt que jugé. « Votre mère vous a bien enseigné », dit Jacques, savourant la dernière cuillère de soupe. « Ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est du réconfort et de la dignité servis dans un bol. On ne trouve pas ça dans les chaînes de restaurants. » Sophie sentit des larmes picoter au coin de ses yeux. Cela faisait si longtemps que personne n'avait vraiment compris ce qu'elle essayait de préserver ici. « Voulez-vous un peu de tarte ?» Emma l'a faite ce matin. Tarte aux pommes à la cannelle, la recette de notre grand-mère. La soirée s'étira. L'orage à l'extérieur oublié, tandis que Jacques partageait ses propres histoires, de salles de conseil et de transactions commerciales, mais aussi de petits restaurants comme le sien, qui avait été ses havres pendant ses voyages d'affaires. Il parla d'expériences authentiques, devenant de rares trésors dans un monde obsédé par l'efficacité et les marges bénéficiaires. À l'approche de l'heure de fermeture, Jacques se leva pour partir, l'air transformé par rapport à l'homme désespéré qui était entré des heures plus tôt. « Merci, Madame Martin, vous m'avez donné plus qu'un simple repas ce soir. Vous m'avez rappelé quelque chose que j'avais oublié pendant toutes mes années d'analyse de bilan financier, que la vraie valeur ne se reflète pas toujours dans les chiffres. » Il sortit une vieille enveloppe de sa poche et demanda un stylo. Sophie le regarda écrire quelque chose, puis plier soigneusement le papier et le placer sur la table. « S'il vous plaît, ne lisez pas ceci avant demain. Parfois, l'aide dont on a besoin arrive quand on s'y attend le moins, comme une lumière dans la tempête. » Avant que Sophie ne puisse répondre, il s'était glissé dans la nuit. La pluie s'étant adoucie en une douce bruine. Emma s'avança pour débarrasser sa table, mais Sophie l'arrêta, les yeux fixés sur l'enveloppe. Quelque chose lui disait que ce n'était pas juste une autre promesse vide ou une platitude bien intentionnée. L'air semblait chargé de possibilités, comme le moment avant l'aube où tout semble possible. « Maman ?» La voix de Thomas interrompit sa rêverie. « Tu crois qu'il ira bien ?» Sophie serra ses deux enfants dans une étreinte serrée, respirant les odeurs de papier de devoir et de savon à vaisselle, de jeunesse et d'espoir et de détermination. « Je pense que nous irons tous bien, mon chéri. Je pense que nous irons tous bien. » L'enveloppe resta sur la table, ordinaire et pourtant en quelque sorte profonde, tandis qu'à l'extérieur, les nuages commençaient à se dissiper, révélant un ciel rempli d'étoiles qui avait été là tout le temps, attendant simplement que l'orage passe. Sophie dormit à peine cette nuit-là, l'enveloppe de Jacques Henriot semblant pulser de possibilités depuis sa place sur sa table de chevet. Elle avait honoré sa demande de ne pas la lire immédiatement, mais ses rêves étaient remplis de fragments de leur conversation et de la dignité tranquille qu'il avait montrée malgré sa situation. Le lendemain matin arriva avec une brillance inhabituelle, la lumière du soleil traversant sa fenêtre, comme si la nature elle-même la pressait de se réveiller et d'affronter ce que la journée pourrait apporter. Elle se retrouva au restaurant plus tôt que d'habitude, l'enveloppe enfin dans ses mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, l'écriture élégante et assurée. « Chère Madame Martin, ce que vous m'avez offert hier soir était plus que de la subsistance. C'était un rappel de tout ce que j'ai passé ma carrière à rechercher dans le monde des affaires. L'authenticité, la compassion et un dévouement inébranlable à la qualité. Votre restaurant n'est pas seulement une entreprise, c'est un témoignage de valeurs qui deviennent de plus en plus rares dans notre monde moderne. J'ai passé 30 ans en tant que directeur financier de Riverside Holdings, l'une des plus grandes sociétés d'investissement en Europe. Bien que des événements récents aient temporairement déraillé ma vie, ils m'ont aussi accordé une perspective précieuse. Votre établissement représente tout ce qui manque dans le paysage des entreprises d'aujourd'hui. Une véritable connexion humaine, des traditions honorées par le temps, et une nourriture qui nourrit à la fois le corps et l'âme. Je voudrais vous aider à préserver et à développer ce que vous avez construit ici, non pas en changeant son essence, mais en lui donnant la base dont il a besoin pour prospérer sur le marché d'aujourd'hui. J'ai des connexions avec plusieurs investisseurs éthiques qui comprennent la valeur de maintenir des établissements authentiques comme le vôtre. Si vous le voulez bien, je peux organiser une réunion avec eux demain à 14 h. Ce ne sont pas des raideurs d'entreprise cherchant à dépouiller ce qui rend votre restaurant spécial. Ce sont des individus qui comprennent que le vrai succès ne se mesure pas uniquement par les marges bénéficiaires. Vous avez quelque chose de précieux ici, Madame Martin. Parfois, il faut tout perdre, comme je l'ai brièvement fait, pour reconnaître ce qui compte vraiment. Laissez-moi vous aider à vous assurer que le coin familial reste un phare d'espoir et de réconfort pour les générations à venir. Avec une sincère gratitude, Jacques Henriot, ancien directeur financier,
Riverside Holdings, numéro de téléphone inclus, Sophie lut la lettre 3 fois, son cœur battant plus vite à chaque lecture. Elle fit une rapide recherche en ligne sur Jacques Henriot et Riverside Holdings. Il était exactement qui il prétendait être. Des photos le montraient dans ses meilleurs jours, parlant à des conférences financières et coupant des rubans lors d'événements caritatifs. Les articles sur son départ soudain de Riverside 6 mois auparavant étaient vagues, mentionnant seulement des raisons personnelles. Emma trouva sa mère toujours au comptoir, la lettre étalée devant elle. « Maman ?» Que dit-elle? Sophie tendit la lettre à sa fille, regardant les yeux d'Emma s'écarquiller. « Tu crois que c'est vrai ?» chuchota Emma, l'espoir et le scepticisme se battant dans sa voix. « Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, » répondit Sophie, atteignant le téléphone avec des doigts qui tremblaient encore légèrement. Elle composa le numéro de la lettre, s'attendant à moitié à ce qu'il soit déconnecté. Jacques Henriot à l'appareil. Sa voix était plus claire maintenant, plus confiante que la veille, mais avec la même gentillesse sous-jacente. « Monsieur Henriot, c'est Sophie Martin du coin familial. »« Ah, Madame Martin, j'espère que vous avez lu ma lettre. Je m'excuse si la suggestion semble audacieuse, mais j'ai passé une bonne partie de la nuit à réfléchir à votre situation. Votre restaurant m'a rappelé pourquoi je me suis lancé dans les affaires en premier lieu, pour aider à préserver et à développer des endroits qui font une réelle différence dans la vie des gens. » Alors qu'il parlait, Sophie sentit son scepticisme initial céder la place à un optimisme prudent. Jacques expliqua plus en détail les investisseurs qu'il avait en tête, des propriétaires d'entreprises locales prospères qui privilégiaient l'impact sur la communauté aux côtés des bénéfices. Il avait déjà contacté plusieurs d'entre eux et leur intérêt était authentique. « Ils ne veulent pas changer ce qui rend votre restaurant spécial », assura Jacques. « Ils veulent vous aider à l'améliorer, à le rendre durable. Le monde a besoin de plus d'endroits comme le coin familial, pas moins. » Au moment où elle raccrocha, Sophie avait accepté la réunion. Emma, qui avait fait semblant de ne pas écouter en réapprovisionnant les couverts, se précipita pour étreindre sa mère. « Maman, ça pourrait être ça. Ça pourrait sauver le restaurant. » « Ne nous emballons pas, prévint Sophie, mais elle ne put s'empêcher de sourire. Nous ne savons pas ce que ces investisseurs vont dire. Le rush du matin les occupa, mais il y avait une nouvelle énergie dans l'air. Même les clients réguliers semblaient remarquer que quelque chose était différent. Monsieur Dupont, terminant son petit déjeuner habituel, commenta que Sophie rayonnait presque. Pendant un moment calme, Sophie se retrouva devant les vieilles photographies sur le mur. La plus grande montrait sa grand-mère le jour de l'ouverture en 1962, se tenant fièrement devant le tout nouveau restaurant. À côté, il y avait une photo de sa mère reprenant les rênes en 1989, et enfin Sophie elle-même en 2009, acceptant les clés de sa mère. « Qu'en penses-tu, maman » chuchota-t-elle à la photographie. « Est-ce la bonne chose à faire ?» Le soleil de l'après-midi accrocha le verre du cadre de sa mère, créant ce qui ressemblait presque à un clin d'œil. Sophie rit d'elle-même pour avoir vu des signes dans de simples jeux de lumière, mais d'une certaine manière, cela semblait juste. Sa mère lui avait toujours enseigné que protéger la tradition ne signifiait pas refuser de s'adapter. Cela signifiait trouver des moyens de s'assurer que ce qui comptait le plus survivait. Alors que Sophie commençait à se préparer pour la réunion du lendemain, elle réalisa que pour la première fois depuis des mois, elle planifiait l'avenir au lieu de simplement survivre au présent. Les odeurs familières de pain en train de cuire et de soupe en train de mijoter remplissaient l'air. Mais maintenant, elle portait une touche de quelque chose de nouveau, le parfum de la possibilité. Thomas rentra de l'école pour trouver sa mère et sa sœur dans un état d'excitation inhabituel. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, laissant tomber son sac à dos près du comptoir. Sophie lui montra la lettre, regardant son visage s'illuminer de compréhension. « Ça veut dire qu'on va garder le restaurant ? Ça veut dire qu'on va se battre pour lui, » répondit Sophie, le serrant contre elle. « Et peut-être, juste peut-être, qu'on est sur le point d'écrire le prochain chapitre de l'histoire de notre famille. » Ce soir-là, alors que Sophie fermait le restaurant, elle se surprit à fredonner la chanson préférée de sa mère. Demain apporterait ce qu'il apporterait, mais ce soir l'espoir semblait aussi tangible que le comptoir usé sous ses mains, et aussi réel que l'amour qui avait maintenu cet endroit en vie pendant 3 générations. Sophie passa la matinée de la réunion dans un tourbillon d'énergie nerveuse, alternant entre la vérification de chaque détail du restaurant et le changement de tenue 3 fois. Emma l'avait convaincue de porter sa meilleure robe, une simple robe bleu marine
qu'elle réservait habituellement pour les occasions spéciales au lieu de sa tenue de travail habituelle. « Tu n'es pas juste une cuisinière aujourd'hui, maman », insista Emma tout en aidant sa mère avec ses cheveux. « Tu es une propriétaire d'entreprise qui rencontre des investisseurs potentiels. Montre-leur la femme qui a fait fonctionner cet endroit malgré tout. » À 13h45, Sophie avait disposé du café frais et une sélection de ses meilleures pâtisseries sur une table d'angle. Les clients réguliers, sentant que quelque chose d'important se passait, parlaient à voix basse et offraient des sourires encourageants. Monsieur Dupont avait même mis une cravate pour son déjeuner habituel, comme s'il apportait un soutien moral par une tenue formelle. À 14h précises, Jacques Henriot arriva, transformé par rapport à l'étranger trempé par la pluie d'il y a 2 nuits. Il portait un costume gris bien taillé et portait une mallette en cuir, mais ses yeux gardèrent la même gentillesse. Derrière lui venaient 3 autres personnes. Une grande femme aux cheveux noirs striés d'argent, un homme plus jeune avec des lunettes à la mode, et un homme plus âgé dont l'élégance décontractée parlait d'ancienne fortune. « Madame Martin, » dit Jacques chaleureusement, « permettez-moi de vous présenter vos partenaires potentiels. Voici Victoria Chen, PDG du groupe de restaurants de Nouvelle-France. Michel Fortin qui se spécialise dans la revitalisation des entreprises familiales. Et Richard Blanchard, un investisseur privé passionné par la préservation des établissements historiques. » Sophie leur serra la main, notant comment chacun d'eux prenait le temps de regarder autour du restaurant avec un intérêt authentique, plutôt que les regards dédaigneux qu'elle avait reçus des acheteurs potentiels précédents. « Je vous en prie, asseyez-vous. » Elle fit un geste vers la table qu'elle avait préparée. « Tout ce que vous voyez a été fait ce matin même. » Victoria Chen prit une bouchée d'une tarte aux pommes et ferma les yeux d'appréciation. « C'est exceptionnel, Madame Martin. Des recettes traditionnelles de ma grand-mère, » confirma Sophie. Elle a ouvert cet endroit en 1962. Michel Fortin prenait déjà des notes sur sa tablette. L'authenticité ici est remarquable. On ne trouve plus beaucoup d'endroits comme celui-ci. La plupart des restaurants familiaux ont soit fermé, soit vendu à des chaînes. C'est exactement pourquoi nous sommes intéressés, ajouta Richard Blanchard se servant plus de café. Jacques nous a parlé de votre situation, et nous pensons que le coin familial représente quelque chose qui vaut la peine d'être préservé. Pendant l'heure suivante, ils discutèrent des chiffres, des défis et des possibilités. Michel présenta une analyse de marché montrant une demande croissante pour des expériences culinaires authentiques. Victoria partagea des histoires de réussite d'établissements similaires que son entreprise avait aidé à moderniser tout en maintenant leur caractère. « Nous ne sommes pas intéressés à transformer ceci en une autre chaîne de restaurants sans âme », assura Jacques à Sophie, remarquant sa tension lorsque des mots comme « modernisation » apparaissaient. « Ce que nous proposons est une amélioration stratégique. Garder tout ce qui rend cet endroit spécial, tout en le rendant durable sur le marché actuel. » Victoria sortit un dossier élégant. « Nous avons préparé une proposition initiale. Nous aimerions investir 500 000 € pour une participation de 40% dans l'entreprise. Vous conserveriez la propriété majoritaire et le contrôle total sur le menu et les opérations quotidiennes. » Les mains de Sophie tremblaient en examinant les documents. Les chiffres dépassaient tout ce qu'elle avait imaginé, assez pour effacer ses dettes, rénover la cuisine et créer un véritable coussin financier. L'investissement serait structuré en phases, expliqua Michel. D'abord, nous aborderions les besoins immédiats, mise à niveau des équipements, rénovation mineure, marketing. Ensuite, nous examinerions les opportunités de croissance stratégique. Opportunités de croissance ? Demanda Sophie avec prudence. Richard se pencha en avant. Vos recettes, vos méthodes, elles sont précieuses. Nous envisageons peut-être de mettre en bouteille certaines de vos sauces, d'emballer vos fameux mélanges de soupe, à petite échelle au début, en testant le marché, toujours en maintenant le contrôle de la qualité. Et qu'en est-il de mon personnel, mes enfants qui aident? Sophie pensa à Emma et Thomas, à la serveuse à temps partiel qui se payait ses études. Il reste si vous le voulez, assura Victoria. En fait, nous suggérerions d'élargir votre personnel pour réduire la charge sur vous et votre famille. Vos enfants devraient avoir le choix d'être impliqués, pas se sentir obligés. Alors qu'ils continuaient à discuter des détails, Sophie remarqua que Jacques l'observait attentivement. Il semblait comprendre sa lutte interne, le conflit entre nécessité et tradition, entre croissance et préservation. « Madame Martin, dit-il doucement pendant une pause dans la conversation,
Vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit à propos de la philosophie de votre mère, à propos de s'adapter tout en gardant ce qui compte? Sophie hocha la tête, jetant un coup d'œil à la photographie de sa mère sur le mur. Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes, continua Jacques. Il s'agit de vous donner les ressources pour continuer à être qui vous êtes. Victoria ajouta. Nous aimerions que vous visitiez certains des restaurants avec lesquels nous avons travaillé. Voyez par vous-même comment nous les avons aidés à prospérer tout en maintenant leur identité. À la fin de la réunion, Michel remit à Sophie un épais dossier d'informations à examiner. Prenez votre temps, dit-il. Nous savons que c'est une grande décision. Nous n'investissons pas seulement dans une entreprise, nous investissons dans un héritage. Les investisseurs partirent aussi gracieusement qu'ils étaient arrivés, laissant Sophie seule avec une tête pleine de possibilités et un cœur rempli de questions. Emma et Thomas, qui avaient pratiquement bondi de curiosité, se précipitèrent depuis l'endroit où ils avaient fait semblant de travailler. « Alors » demanda Emma, les yeux brillants d'excitation. « Qu'ont-ils dit » Sophie regarda ses enfants. Le restaurant usé mais entretenu avec amour autour d'elle, les visages de sa mère et de sa grand-mère qui la regardaient depuis leur cadre sur le mur. La proposition représentait tout ce dont elle avait besoin, mais le changement, même un bon changement, était terrifiant. « Ils veulent nous aider à grandir, » dit-elle lentement. « Mais je dois être sûre que c'est le bon type de croissance, que nous ne nous perdons pas dans le processus. » Thomas prit l'une des pâtisseries restantes. « Maman, tu dis toujours que les recettes de grand-mère sont plus une question d'amour que d'ingrédients. Peut-être que c'est juste une nouvelle recette. Une recette pour garder le restaurant en vie. » Sophie serra ses enfants contre elle, respirant les odeurs familières de la maison et de la possibilité. Dehors, le soleil de l'après-midi peignait la rue d'une lumière dorée et pour la première fois depuis des années, l'avenir semblait briller de promesses plutôt que de se profiler avec incertitude. 3 semaines après la signature de l'accord d'investissement, le coin familial bourdonnait d'un chaos contrôlé. L'équipe de rénovation était arrivée à l'aube, travaillant soigneusement autour de la foule habituelle du petit déjeuner. Monsieur Dupont était assis à sa table habituelle, indifférent aux mesures et à la planification qui se déroulait autour de lui, tandis que Sophie essayait de maintenir des opérations normales au milieu du tourbillon de changement. « Nous devrons déplacer cette étagère, » dit Michel Fortin, faisant un geste avec sa tablette. « La nouvelle station de café ira là, avec les photos vintage disposées au-dessus. Nous voulons mettre en valeur votre histoire, tout en améliorant la fonctionnalité. » Sophie regarda les ouvriers retirer soigneusement l'étagère qui avait abrité la collection de tasses à thé de sa mère pendant des décennies. Chaque pièce était soigneusement emballée et mise en boîte, mais elle retenait quand même son souffle jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité. Victoria Chen avait amené un consultant en cuisine nommé Marc Rodriguez, un ancien chef ayant de l'expérience dans la modernisation des restaurants traditionnels. Il se tenait maintenant dans la cuisine, examinant l'ancien fourneau avec un intérêt professionnel. « Cet équipement vous a bien servi, » dit Marc diplomatiquement, « mais il travaille 2 fois plus dur qu'il ne le devrait. Un nouvel équipement vous aidera à maintenir la qualité tout en augmentant l'efficacité. » Il fit une pause, notant l'expression de Sophie. « Eh oui, nous nous assurerons que les nouveaux fours puissent gérer la recette de pain de votre grand-mère exactement comme elle est écrite. » La matinée apporta un flux constant de clients réguliers, dont beaucoup s'inquiétaient que les changements affectent leurs plats préférés. Sophie passa autant de temps à les rassurer qu'à cuisiner, promettant que le cœur du coin familial resterait intact. « Mais où allons-nous nous asseoir » demanda Madame Petit, une cliente âgée qui venait déjeuner tous les mercredis depuis 20 ans. « J'aime cette table. Le soleil la frappe juste comme il faut. Votre table ne bougera pas d'un pouce, » assura Sophie. « Nous mettons juste à jour ce qui a besoin d'être mis à jour. Un peu de peinture fraîche, un meilleur éclairage, une cuisine plus efficace. » L'âme de cet endroit ne change pas. Emma s'était jetée dans la transformation avec l'enthousiasme d'une adolescente, créant un compte Instagram pour le restaurant et documentant le processus de rénovation. Ces photos capturaient à la fois les changements physiques et les moments humains. Monsieur Dupont savourant son café du matin au milieu des travaux, l'emballage soigneux des objets de famille, le premier aperçu du nouvel équipement en cours d'installation. Thomas, plus réservé sur les changements, s'était autoproclamé gardien des recettes familiales. Il avait aidé Sophie à créer des copies numériques de chaque fiche de recette manuscrite, mais insistait pour garder les originaux dans leur boîte à recettes usée.
Juste au cas où, disait-il, avec la sagesse d'un enfant qui comprend que certaines choses ne devraient pas être complètement modernisées. L'investissement avait déjà apporté des changements positifs. Sophie avait embauché 2 nouvelles serveuses et un cuisinier, se donnant enfin le temps de respirer. Elle avait pu payer les factures en retard et créer un véritable compte d'entreprise. Mais avec ces améliorations venaient des défis inattendus. Un matin, Victoria arriva avec un consultant en marketing qui suggéra de mettre à jour certains des éléments du menu avec des noms plus tendance et des présentations plus modernes. Nous pourrions l'appeler « cuisine du patrimoine » au lieu de « cuisine maison », suggéra le consultant. Peut-être servir le hachis parmentier sur des ardoises avec des garnitures artisanales? Sophie sentit sa poitrine se serrer. La recette du hachis parmentier vient de mon arrière-grand-mère, qui le servait aux ouvriers pendant la Grande Dépression. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit d'artisanal. Victoria, remarquant la détresse de Sophie, intervint en douceur. Peut-être pourrions-nous nous concentrer sur le fait de raconter les vraies histoires derrière les plats à la place? L'authenticité est plus précieuse que les tendances. Le consultant parut déçu mais prit des notes. Sophie croisa le regard de Victoria et sourit avec gratitude. C'étaient des moments comme ceux-ci qui la rassuraient, sur le fait qu'elle avait choisi les bons partenaires, ceux qui comprenaient l'équilibre délicat entre progrès et préservation. Jacques Henriot visitait régulièrement, s'asseyant souvent tranquillement au comptoir avec une tasse de café, observant la transformation. « Vous vous en sortez bien ?» dit-il à Sophie un après-midi. « Le changement n'est jamais facile, mais vous le gérez avec grâce. Certains jours, je me demande si je fais la bonne chose, » admit Sophie, regardant les ouvriers installer de nouveaux luminaires. Chaque changement, même bon, ressemble à un petit adieu à la façon dont les choses étaient, ou un bonjour à la façon dont les choses pourraient être, suggéra doucement Jacques. Votre mère et votre grand-mère se sont aussi adaptées, en leur temps. Elles n'ont juste pas eu à le faire tout d'un coup comme vous. Le plus grand défi vint lorsque Marc proposa de réorganiser le flux de travail de la cuisine. La nouvelle disposition serait plus efficace, mais déplacerait la station de soupe, où Sophie s'était tenue aux côtés de sa mère d'innombrables matins, apprenant les recettes familiales. Elle se retrouva à lutter contre les larmes pour quelque chose d'aussi simple que le déplacement d'un comptoir de 3 pieds vers la gauche. Emma trouva sa mère ce soir-là, après la fermeture, assise au vieux comptoir une dernière fois avant qu'il ne soit remplacé le lendemain. Sans un mot, elle commença à prendre des photos. « Que fais-tu » demanda Sophie, essuyant ses yeux. « Je documente » répondit Emma. « Chaque rayure, chaque endroit usé. Ces marques racontent notre histoire, maman. Peut-être qu'on ne peut pas garder le comptoir physique, mais on peut garder les souvenirs et en créer de nouveaux. » Sophie regarda sa fille, pratique et sentimentale à la fois, tout comme elle, et ressentit une soudaine vague de fierté. Le coin familial ne consistait pas seulement à préserver le passé, il s'agissait de construire un avenir pour la prochaine génération. Plus tard, cette nuit-là, alors que Sophie examinait les recettes du jour, maintenant soigneusement organisées dans un nouveau système numérique, elle se surprit à attendre avec impatience le lendemain malgré ses anxiétés. Le restaurant changeait, oui, mais peut-être qu'Emma avait raison. Peut-être qu'ils ne perdaient pas leur histoire, mais y ajoutaient, écrivant un nouveau chapitre dans une histoire qui avait commencé bien avant elle et continuerait bien après. Dehors, les lampadaires illuminaient la nouvelle enseigne qui serait installée demain. Même nom, même police, mais avec un meilleur éclairage et une modernisation subtile qui la faisait paraître à la fois fraîche et intemporelle. Comme le restaurant lui-même, elle trouvait son chemin vers l'avenir tout en gardant son cœur fermement enraciné dans le passé. Le coin familial rénové était ouvert depuis 2 mois et les changements étaient largement réussis. Le nouvel équipement de cuisine avait réduit le temps de préparation sans compromettre la qualité, la salle à manger mise à jour maintenait son atmosphère chaleureuse tout en paraissant plus fraîche, et l'ajout de systèmes de gestion appropriés avait donné à Sophie sa première image claire des finances du restaurant depuis des années. Mais par un matin d'automne frais, Michel Fortin arriva sans rendez-vous, portant un épais portfolio et arborant une expression qui noua l'estomac de Sophie. Elle avait appris à lire les investisseurs au cours des derniers mois, le soutien silencieux de Victoria, l'approche discrète de Richard et l'attention croissante de Michel sur ce qu'il appelait les opportunités d'optimisation. « Sophie, nous devons parler du menu », dit Michel, étalant des feuilles de calcul sur le comptoir. « J'ai analysé nos chiffres
Et bien que les revenus aient augmenté de 20%, nous ne maximisons pas notre potentiel. Les marges bénéficiaires sur vos places traditionnelles sont trop faibles. Sophie lui versa une tasse de café, se préparant déjà. Ces recettes ont fait tourner cet endroit pendant 3 générations. Et elles sont charmantes, répondit Michel, son ton rendant le mot moins que flatteur. Mais nous sommes en affaires pour faire de l'argent. Regardez ces projections. Il sortit une maquette brillante d'un nouveau menu. Si nous rationalisons l'offre, passons à des bases pré-préparées pour les soupes et modernisons la présentation, nous pourrions doubler nos bénéfices en 6 mois. Emma, qui essuyait les tables à proximité, se figea sur place. Sophie pouvait voir les articulations de sa fille blanchir autour du chiffon de nettoyage. « Des bases pré-préparées » répéta lentement Sophie. « Michel, chaque soupe que nous servons est faite maison. Ma grand-mère disait qu'on peut goûter l'amour dans une soupe faite maison. »« L'amour ne paie pas les factures, » répliqua Michel. « Nous avons investi considérablement dans cette entreprise et nous devons voir des retours appropriés. Les études de marché sont claires. Les gens disent qu'ils veulent de l'authenticité, mais ils se soucient davantage des présentations dignes d'Instagram et d'un service rapide. » Sophie prit le menu proposé, son cœur se serrant en le lisant. Les soupes du jour avaient disparu, remplacées par une sélection tournante d'options artisanales. Le hachis parmentier de sa mère était rebaptisé mélange du terroir traditionnel et garni de micro-pousses. Les descriptions simples et honnêtes avaient été remplacées par un langage fleuri qui semblait étranger à tout ce que le coin familial représentait. « Ce n'est pas ce dont nous avions convenu, » dit-elle doucement mais fermement. L'investissement était censé nous aider à nous moderniser tout en maintenant notre identité. Michel se pencha en avant, sa voix prenant une teinte d'impatience. « Sophie, vous devez comprendre quelque chose. Le sentiment ne s'adapte pas à l'échelle. Si vous voulez que cet endroit survive à long terme, vous devez vous adapter aux réalités modernes. » « Je me suis adapté, » répliqua Sophie, faisant un geste vers l'espace rénové autour d'eux. « Nous avons mis à jour nos systèmes, amélioré notre efficacité, même commencé le marketing sur les réseaux sociaux. Mais je ne compromettrai pas la qualité ou l'authenticité. Alors peut-être devrions-nous reconsidérer la direction de ce partenariat, » dit Michel froidement. « Les autres investisseurs se contentent peut-être de rendements modestes, mais pas moi. J'ai déjà discuté avec plusieurs chaînes de restaurants qui seraient très intéressées par cet emplacement. » La menace planait dans l'air comme un nuage d'orage. Sophie sentit sa gorge se serrer, mais avant qu'elle ne puisse répondre, une voix familière coupa l'attention. « Ce serait difficile sans l'approbation de la majorité, monsieur. » Fortin. Jacques Henriot se tenait dans l'embrasure de la porte, son timing impeccable comme toujours. Et si je me souviens bien, tout changement fondamental au menu ou au modèle d'affaires nécessite le consentement unanime de tous les partenaires. L'expression de Michel s'aigrit. « Jacques, ce n'est guère votre affaire maintenant. Vous n'êtes qu'un consultant. Un consultant qui a aidé à structurer l'accord d'investissement, » lui rappela Jacques doucement. « Y compris les clauses protégeant l'héritage culturel du coin familial et l'autonomie de Sophie sur les décisions du menu. » Le soleil du matin traversait les fenêtres, capturant les nouvelles vitrines en verre où les tasses à thé de la mère de Sophie étaient maintenant fièrement exposées. Chaque tasse avait été soigneusement nettoyée et disposée, racontant l'histoire de 3 générations de femmes qui avaient mis leur cœur dans cet endroit. « Michel, » dit Sophie, retrouvant sa voix, « je comprends que vous vouliez voir de meilleurs rendements, mais cet endroit n'est pas seulement une question de marge bénéficiaire. Il s'agit de communauté, de tradition et de vraie nourriture faite avec soin. Si ce n'est pas le genre d'entreprise dont vous voulez faire partie, peut-être devrions-nous discuter du rachat de votre part. » Michel rit brièvement. « Avec quel argent ?»« Avec le nôtre, » vint la voix de Victoria Chen alors qu'elle entrait, suivie de Richard Blanchard. « Nous avons surveillé vos récentes initiatives, Michel. Elles ne s'alignent pas sur notre philosophie d'investissement. » Richard hocha gravement la tête. « Nous avons investi dans le coin familial parce qu'il représente quelque chose de plus en plus rare et précieux. Essayer d'en faire un autre restaurant de chaîne sans âme n'est pas seulement une mauvaise éthique, c'est une mauvaise affaire. » Victoria posa une main douce sur l'épaule de Sophie. « Nous en avons déjà discuté entre nous. Richard et moi sommes prêts à racheter la part de Michel, en maintenant l'esprit et les termes de l'accord original. » Michel regarda autour de la pièce, réalisant qu'il était en minorité. Avec un sourire crispé, il rassembla ses feuilles de calcul et ses propositions. « Vous laissez tout le sentiment obscurcir votre jugement commercial.
Mais très bien, faites contacter vos avocats par les miens pour le rachat. Après son départ, Sophie laissa échapper un souffle tremblant. Emma se précipita et serra sa mère étroitement dans ses bras. Les clients réguliers qui avaient fait semblant de ne pas écouter trouvèrent soudainement des raisons de s'approcher du comptoir, offrant des mots de soutien et de soulagement. « Je savais que tu ne les laisserais pas le changer, maman », chuchota Emma. « Cet endroit n'est pas seulement un restaurant, c'est notre histoire. » Jacques sourit chaleureusement. « C'est aussi votre avenir, Emma. Et parfois, protéger ce qui compte signifie tenir bon, même quand c'est difficile. » Sophie regarda autour d'elle ses soutiens, sa fille, ses clients fidèles, les investisseurs qui s'étaient avérés être de vrais partenaires, et ressentit un profond sentiment de gratitude. La lumière du matin captura les photos vintage sur le mur, sa mère et sa grand-mère lui souriant, et elle sut qu'elle avait fait le bon choix. « Maintenant, » dit Victoria d'un ton vif, « je crois que nous discutions de ce programme de cours de cuisine que vous vouliez lancer. Quelque chose à propos de transmettre les recettes familiales à la prochaine génération ?» Sophie sourit, sentant le poids se lever de ses épaules. Oui, il y aurait d'autres défis à venir, mais elle savait maintenant sans aucun doute que le cœur du coin familial resterait intact, battant fortement vers l'avenir tout en honorant son passé. L'idée des cours de cuisine était venue à Sophie un matin, en regardant Emma enseigner à Thomas comment faire les roulés à la cannelle de leur grand-mère. Il y avait quelque chose de magique à voir les recettes passer d'une génération à l'autre, et elle réalisa que cette magie ne devait pas rester confinée à leur famille. « Bienvenue au fondement de la cuisine maison », annonça Sophie au petit groupe rassemblé dans l'espace de cuisine nouvellement agrandi du restaurant. C'était dimanche soir, après la fermeture, et 12 visages enthousiastes la regardaient. Le programme de cours de cuisine avait commencé modestement, juste un cours par semaine, mais la réponse avait été écrasante. Parmi ses premiers élèves se trouvait Jeanne Durand, une jeune mère qui voulait apprendre ses propres recettes familiales, Carlos Rodriguez, un étudiant manquant la cuisine de sa grand-mère, et Élise Leroy, une enseignante retraitée qui n'avait jamais appris à cuisiner mais voulait commencer. Chacun avait sa propre raison d'être là, mais ils partageaient un désir commun de se connecter à la nourriture à un niveau plus profond. « Aujourd'hui, nous commençons par la soupe », expliqua Sophie, passant sa main sur la surface lisse du nouveau comptoir de démonstration. « Pas n'importe quelle soupe, mais la soupe au poulet et aux nouilles de ma grand-mère, la même recette qui a aidé à construire cet endroit. » Victoria avait aidé à concevoir la cuisine d'enseignement, créant un espace qui pouvait accueillir à la fois des cours et la préparation régulière du restaurant. La rénovation avait inclus des caméras et des écrans, qui permettaient aux étudiants de voir des vues détaillées des techniques de cuisine, mais l'atmosphère restait chaleureuse et personnelle. « Le secret, » continua Sophie, « n'est pas dans des ingrédients sophistiqués ou des techniques compliquées. C'est dans la compréhension de pourquoi chaque étape est importante. Ma grand-mère disait que la soupe n'est pas seulement une question de suivre une recette, c'est une question de construire des couches d'amour. » Alors qu'elle démontrait comment faire le bouillon cristallin, Sophie partageait des histoires sur sa grand-mère et sa mère, sur l'histoire du restaurant et sur l'importance de préserver les traditions familiales. Les étudiants prenaient des notes non seulement sur les mesures et les techniques, mais aussi sur l'histoire derrière le plat. Emma se déplaçait dans la classe, aidant les étudiants avec leurs techniques et partageant ses propres expériences de grandir dans l'entreprise familiale. À 16 ans, elle était devenue une partie intégrante du programme d'enseignement, apportant une énergie jeune qui complétait l'approche traditionnelle de Sophie. « Maman » appela Emma du fond de la salle. « Devrions-nous leur parler du projet de livre de recettes communautaires ?» Sophie sourit. Le livre de cuisine avait été l'idée d'Emma. Collecter des recettes et des histoires non seulement de leur famille, mais aussi des clients de longue date et des membres de la communauté. Ce serait une célébration du patrimoine culinaire local, avec les recettes du coin familial comme fondation. « Nous créons quelque chose de spécial », expliqua Sophie à la classe. « Un livre de cuisine qui ne parle pas seulement de comment faire les plats, mais de pourquoi nous les faisons. Chaque recette viendra avec son histoire, les célébrations dont elle faisait partie, les moments difficiles qu'elle a aidé les gens à traverser, l'amour qu'elle représentait. » Victoria, qui était passée observer la classe, hocha la tête avec approbation depuis sa place près de la porte. Les cours de cuisine et le projet de livre de recettes s'alignaient parfaitement avec sa vision de croissance à travers l'engagement communautaire plutôt que le compromis. Au fur et à mesure que la soirée avançait,
La cuisine se remplissait de la vapeur aromatique de 12 marmites de soupe mijotantes. Sophie se déplaçait d'un poste à l'autre, goûtant, conseillant et partageant des astuces qui n'étaient écrites dans aucune fiche de recette. « Un peu plus d'amour ici », disait-elle, ou « Rappelez-vous, les légumes veulent aussi raconter leur propre histoire ». Thomas avait installé une petite table avec du pain frais et du beurre pour que les étudiants puissent déguster avec leur soupe finie. Il avait été hésitant à propos des cours au début, craignant qu'il ne signifie donner les secrets de famille, mais maintenant il comprenait. Partager ses traditions ne les diminuait pas, cela les rendait plus fortes. « Ma grand-mère aurait adoré ça », dit Sophie à Victoria plus tard, alors qu'elle regardait les étudiants emballer fièrement leur soupe pour les emporter chez eux. Elle disait toujours qu'une recette n'est vraiment à vous que lorsque vous l'avez enseignée à quelqu'un d'autre. Les cours avaient des avantages inattendus au-delà de leur valeur éducative. Les étudiants revenaient souvent comme clients réguliers, amenant amis et familles. Le projet de livre de recettes communautaires avait généré du buzz dans les médias locaux, et Sophie se retrouvait approchée par d'autres propriétaires de petites entreprises intéressés par une collaboration. « Vous avez créé quelque chose de remarquable ici », observa Victoria. « Il ne s'agit pas seulement d'enseigner la cuisine, il s'agit de préserver le patrimoine culturel et de créer des connexions communautaires. » Sophie regarda Jeanne Durand photographier sa soupe avec des larmes dans les yeux, expliquant qu'elle avait le même goût que celle de sa mère. Carlos prévoyait déjà d'enseigner la recette à ses colocataires. Élise s'était inscrite sur le champ pour l'ensemble du programme de 12 semaines. « La semaine prochaine, » annonça Sophie alors que la classe se terminait, « nous apprenons la recette de tarte aux pommes de ma mère. Mais rappelez-vous, les ingrédients les plus importants sont la patience et l'amour. Sans eux, ce n'est que de la nourriture. Avec eux, c'est un morceau d'histoire. » Après le départ des étudiants, Sophie, Emma et Thomas s'assirent pour goûter la soupe restante ensemble. Chaque lot était légèrement différent, certains avec plus de carottes, d'autres avec des herbes supplémentaires. Mais tous faits avec soin et attention aux principes fondamentaux qu'elle avait enseignés. « Tu sais quoi, maman ?» dit Emma, trempant un morceau de pain dans sa soupe. « Je pense que nous n'enseignons pas seulement des recettes. Nous enseignons aux gens comment créer leur propre tradition. » Sophie regarda autour de la cuisine. L'équipement moderne qui facilitait l'enseignement, les vieilles fiches de recettes soigneusement conservées dans des pochettes en plastique, les visages de ses enfants illuminés par les lumières chaleureuses de la cuisine. Le coin familial grandissait, non pas en devenant autre chose, mais en partageant ce qu'il avait toujours été. « C'est tout à fait ça, ma chérie, » répondit-elle. « Et chaque tradition doit commencer quelque part. Peut-être qu'un jour quelqu'un dans cette classe enseignera à ses petits-enfants la recette de soupe qu'il a apprise ici. Et notre histoire deviendra une partie de leur histoire aussi. » Dehors, la soirée s'installait dans le crépuscule, et à travers les fenêtres, Sophie pouvait voir des clients s'attarder encore sur leur café dans la salle à manger. Le restaurant avait toujours été plus qu'un simple restaurant. C'était un endroit où les souvenirs étaient créés et partagés. Maintenant, avec chaque classe, avec chaque histoire collectée pour le livre de cuisine, avec chaque nouvelle personne qui apprenait à cuisiner avec amour, cet héritage devenait plus fort que jamais. Le projet de recette communautaire, comme on l'appelait désormais, occupait un coin du bureau de Sophie. Des piles de fiches de recettes manuscrites, de vieilles photographies et de lettres remplissaient un grand tableau en liège, chacune racontant sa propre histoire de famille, de tradition et d'amour. Emma avait créé un système de suivi sophistiqué, organisant les soumissions par décennie, type de plat et origine familiale. « Regarde celle-ci, maman », dit Emma un matin tenant une fiche jaunie. La recette de gâteau de l'époque de la dépression de la grand-mère de Madame Dupont. Elle n'utilise pas d'œufs ni de beurre parce qu'ils étaient trop chers à l'époque, mais elle a continué à le faire de cette façon parce que ça lui rappelait la maison. Sophie prit délicatement la carte, notant les taches et les plis familiers qui marquaient une recette bien aimée. Ce ne sont pas que des recettes, n'est-ce pas? Ce sont des morceaux d'histoire. Le projet avait commencé modestement, juste un appel pour des recettes familiales de clients réguliers, mais il s'était transformé en quelque chose de bien plus significatif. Les gens ont commencé à apporter non seulement des recettes, mais aussi les histoires qui les accompagnaient. Des récits d'immigration, de difficultés surmontées, de célébrations et de traditions transmises de génération en génération. Victoria avait mis Sophie en contact avec une historienne locale qui aidait à documenter correctement les histoires. Le docteur Martine Dupuis passait des heures dans le restaurant,
enregistrant des entretiens avec les contributeurs et aidant à replacer chaque recette dans son contexte historique. Ce que vous créez ici, expliqua Dr Dupuis, est plus qu'un livre de cuisine. C'est une archive culturelle de l'histoire de notre communauté à travers la nourriture. Le journal local avait eu vent du projet et avait envoyé une journaliste, Alice Chen, sans lien avec Victoria, pour couvrir l'histoire. Elle est devenue si fascinée qu'elle a commencé à venir régulièrement, collectant ce qu'elle appelait des souvenirs gustatifs auprès des clients. Un après-midi, Monsieur Dupont apporta une boîte à recettes en bois qui avait appartenu à sa défunte épouse. Marguerite avait toujours l'intention de les partager, dit-il, la voix chargée d'émotion. Elle aimait cet endroit, aimait comme il lui rappelait la cuisine de sa mère. Elle aurait voulu que ces recettes perdurent. Sophie s'assit avec lui pendant des heures, parcourant chaque carte, écoutant les histoires qu'il partageait sur les plats que Marguerite avait préparés pour leur famille. Les recettes elles-mêmes étaient simples. Pot-au-feu, crumble aux pommes, biscuits au beurre, mais les souvenirs qu'elles contenaient étaient inestimables. Emma eut l'idée d'organiser un événement de partage de recettes communautaires, transformant le restaurant en un lieu de potluck un dimanche après-midi. La réponse fut écrasante. Les familles apportèrent des plats préparés à partir de leurs recettes soumises, et le restaurant bourdonnait du son des gens partageant des histoires et échangeant des astuces de cuisine. C'est exactement ce que la nourriture devrait être, dit Sophie à Victoria en regardant une grand-mère italienne âgée enseigner à une jeune mère comment rouler correctement les pâtes. Il ne s'agit pas seulement de manger, il s'agit de se connecter. Le projet de livre de cuisine révéla des connexions inattendues au sein de la communauté. 2 familles découvrirent que leurs grands-mères avaient été meilleures amies dans le vieux pays. Un pompier à la retraite réalisa qu'il avait la même recette de biscuits qu'une jeune enseignante, transmise par différentes familles, mais provenant du même petit village en Irlande. Thomas avait assumé le rôle de photographe, capturant non seulement les plats finis, mais aussi les personnes derrière eux. Ces photos montraient des mains pétrissant de la pâte, des visages illuminés de fierté alors qu'ils partageaient leurs histoires familiales, des enfants apprenant des techniques transmises de génération en génération. « Tu as un bon œil », commenta Richard Blanchard, examinant les photos de Thomas. « Tu captures l'émotion, pas seulement la nourriture. » Le projet apporta également une nouvelle vie aux cours de cuisine. Sophie commença à incorporer les recettes soumises dans le programme, invitant les contributeurs à venir partager leurs techniques. Les cours devinrent un mélange d'écoles de cuisine traditionnelle et de projets d'histoire orale. Un soir, après un cours particulièrement réussi, mettant en vedette la soupe de mariage italienne traditionnelle de Madame Rossi, Sophie trouva Emma en train d'organiser le dernier lot de soumission. « Maman, » dit Emma pensivement, « je pense que je comprends enfin pourquoi grand-mère était si stricte sur le fait de garder les recettes exactement les mêmes. Ce n'est pas seulement une question de goût, il s'agit de garder les souvenirs vivants. » Sophie prit une pile de photos, des instantanés de familles cuisinant ensemble, de cuisiniers fiers partageant leurs spécialités, de plusieurs générations rassemblées autour de tables de cuisine. Ta grand-mère disait que les recettes sont comme des machines à remonter le temps. Un goût peut vous ramener à des moments que vous pensiez perdus à jamais. Le livre de cuisine prenait forme, devenant bien plus qu'une simple collection d'instructions pour préparer des plats. Entre les recettes, il tissait les histoires de la communauté, des récits d'immigration et d'adaptation, de fêtes et de repas quotidiens, d'amour exprimé à travers la nourriture. Victoria avait fait venir une éditrice professionnelle qui comprenait leur vision. Il ne s'agit pas seulement de préserver des recettes, dit l'éditrice. Il s'agit de préserver le cœur d'une communauté. Chaque recette du livre serait accompagnée de son histoire et d'une photographie, soit historique, soit nouvellement prise par Thomas. La mise en page inclurait des espaces pour que les lecteurs ajoutent leurs propres notes et souvenirs, encourageant la poursuite de ces traditions culinaires. Alors que Sophie relisait le dernier brouillon un soir, elle se retrouva émue par l'introduction qu'elle avait écrite. La nourriture est plus que de la subsistance. C'est l'histoire de qui nous sommes, d'où nous venons et de ce que nous valorisons le plus. Chaque recette de ce livre porte avec elle les rêves, les luttes et les triomphes des familles qui ont appelé cette communauté leur foyer. Quand nous cuisinons ces plats, nous ne faisons pas que préparer des repas. Nous gardons les souvenirs vivants et en créons de nouveaux. Bienvenue à notre table familiale. Le coin familial avait toujours été plus que simplement servir de la nourriture,
Maintenant, à travers le projet de livre de cuisine, il devenait un gardien du patrimoine communautaire, un endroit où les histoires étaient préservées et les traditions transmises. Chaque recette collectée était un autre fil dans la tapisserie de leur histoire partagée, tissant ensemble le passé et le présent en quelque chose qui nourrirait les générations futures dans le corps et l'âme. Le soir du lancement du livre de cuisine transforma le coin familial en quelque chose de magique. Des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus des têtes. Les tables étaient chargées de plats présentés dans le livre, et les murs affichaient les photographies de Thomas aux côtés d'images historiques du restaurant. L'endroit était bondé de contributeurs, de clients et de membres de la communauté, tous réunis pour célébrer ce qui était devenu bien plus qu'une simple collection de recettes. « Mesdames et messieurs », s'adressa Victoria Chen à la foule, tenant un exemplaire de Saveurs de chez nous, recettes et histoire du coin familial. Ce livre représente non seulement le patrimoine culinaire de notre communauté, mais aussi l'esprit de connexion que la nourriture crée entre nous tous. Le livre de cuisine était magnifique, un volume relié avec une couverture présentant l'une des meilleures photographies de Thomas, Sophie et Emma en train de cuisiner ensemble, de la farine sur les joues, saisis dans un moment de rire partagé. Le sous-titre disait « 3 générations de recettes traditionnelles et la communauté qui les maintient vivantes ». Sophie se tenait près du comptoir, l'émotion menaçant de la submerger alors qu'elle regardait les gens feuilleter les pages, montrant leurs contributions, partageant des histoires. Monsieur Dupont avait amené toute sa famille, y compris des petits-enfants qui n'avaient jamais rencontré sa Marguerite, mais qui la connaîtraient maintenant à travers ses recettes. « Maman, regarde !» appela Emma, pointant vers l'équipe de télévision locale qui venait d'arriver. Le lancement du livre de cuisine avait attiré l'attention des médias au-delà de leur petite communauté. Un blog culinaire populaire avait présenté un aperçu, et les commandes arrivaient déjà de tout le pays. La journaliste Lisa Martinez s'approcha de Sophie avec un microphone. « Madame Martin, votre livre de cuisine est qualifié de préservation des traditions culinaires familiales françaises. Vous attendiez-vous à ce que ce projet résonne auprès de tant de personnes ?» Sophie réfléchit soigneusement avant de répondre. « Ce livre ne consiste pas seulement à préserver des recettes. Il s'agit de préserver les histoires de notre communauté. Chaque plat ici représente le voyage d'une famille, leur lutte, leur célébration. La nourriture est la façon dont nous montrons l'amour, dont nous nous connectons à notre passé et dont nous construisons notre avenir. » Dr Dupuis, l'historienne qui avait aidé à documenter les histoires, se tenait à proximité avec des larmes aux yeux. Ce que le coin familial a fait ici est de créer un document historique vivant. Ce ne sont pas seulement des recettes, ce sont des artefacts culturels qui racontent l'histoire de notre ville et de ses habitants. La soirée se déroula comme une réunion de famille. Madame Rossi démontrait sa technique de fabrication de pâtes à un public captivé. Carlos, l'étudiant du premier cours de cuisine de Sophie, montrait fièrement sa recette de soupe perfectionnée. Les enfants couraient entre les tables, goûtant les plats et collectant des histoires auprès de leurs aînés. Jacques Henriot apparut avec plusieurs critiques gastronomiques renommés à sa suite. « Ils sont venus écrire sur le livre de cuisine », expliqua-t-il à Sophie, « mais je pense qu'ils découvrent quelque chose de plus important, le pouvoir de la nourriture pour construire une communauté. » L'un des critiques, un perfectionniste notoire connu pour ses critiques sévères, fut aperçu en train d'essuyer des larmes après avoir goûté le gâteau de l'époque de la dépression de Madame Dupont. « Voilà », déclara-t-il à qui voulait l'entendre, « ce que devrait être la cuisine française. Pas de prétention, pas de tendance, mais du cœur et de l'histoire. » Victoria attira Sophie à l'écart pendant un moment calme. « Les chiffres de vente initiales sont incroyables. Nous avons déjà dû commander une deuxième impression. Mais plus important encore, regardez autour de vous. Regardez ce que vous avez créé ici. » Sophie vit ce que Victoria voulait dire. Le restaurant était rempli de gens partageant non seulement de la nourriture, mais des souvenirs et des connexions. Un jeune couple apprenait des recettes familiales auprès d'une voisine âgée. Des enfants entendirent des histoires sur les plats préférés de l'enfance de leurs grands-parents. Le livre de cuisine était devenu un pont entre les générations. Emma avait installé une table spéciale où les gens pouvaient écrire des messages dans un livre de mémoire communautaire. Les pages se remplissaient rapidement d'histoires, de remerciements et de souvenirs de repas partagés au coin familial au fil des ans. « Chère Madame Martin », disait une entrée, «
La recette de hachis parmentier de votre mère m'a aidé à traverser ma première année d'université. Chaque fois que je le préparais, je me sentais moins nostalgique. Merci de partager ces trésors avec nous tous. Thomas, qui avait discrètement pris des photos toute la soirée, montra à Sophie son cliché préféré. Une famille de 3 générations rassemblée autour d'une des tables. La grand-mère enseignant à sa petite-fille comment mesurer correctement les ingrédients, tandis que la mère regardait avec des larmes de joie. « C'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas, maman ?» demanda-t-il. « Pas seulement la nourriture, mais les moments. » Le succès du livre de cuisine apporta des opportunités inattendues. Une grande chaîne de cuisine voulait présenter le coin familial dans un documentaire sur la cuisine traditionnelle française. Des universités prirent contact pour utiliser le livre comme ressource pour les études d'histoire de l'alimentation. Mais ce qui touchait le plus Sophie, c'étaient les lettres qui commençaient à arriver de tout le pays. « Votre livre de cuisine m'a rappelé les dîners du dimanche chez ma grand-mère », écrivait l'un. « Je pensais que ces recettes étaient perdues à jamais quand elle est décédée, mais les voilà, préservées dans vos pages. Merci de m'avoir aidé à goûter à nouveau mon enfance. » Alors que la soirée touchait à sa fin, Sophie se retrouva assise au comptoir, comme elle l'avait fait d'innombrables fois auparavant. Le livre de cuisine était ouvert devant elle, et elle passa ses doigts sur la page de dédicace. À ma mère et ma grand-mère, qui m'ont appris que cuisiner avec amour signifie nourrir les âmes autant que les corps. Et à chaque famille qui s'est jamais rassemblée autour d'une table pour partager non seulement un repas, mais leur cœur et leurs histoires. Puissent ces recettes continuer à créer des connexions pour les générations à venir. Jacques s'assit à côté d'elle, une tasse de café à la main. « Vous avez fait quelque chose de remarquable ici, Sophie. Vous n'avez pas seulement préservé des recettes, vous avez préservé l'essence même de la communauté. » En regardant autour d'elle sa famille élargie, pas seulement Emma et Thomas, mais chaque personne qui avait contribué au livre, chaque client devenu un ami, chaque histoire qui avait trouvé un foyer entre ses murs, Sophie ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Le coin familial ne survivait pas seulement. Il prospérait non pas en changeant ce qu'il était, mais en partageant son cœur avec le monde.